Pendant cette vidéo-là, dans le fond, je vais vous expliquer le principe de la calorimétrie. Donc, un peu comme je vous avais déjà dit, là, la calorie, ça veut dire chaleur, métrie, mesurer. Donc, en fait, la calorimétrie, c'est l'action de mesurer la chaleur qui va être émise ou bien absorbée par une réaction chimique. Une façon simple qu'on peut faire en laboratoire, c'est tout simplement d'utiliser un calorimètre. Dans notre cas, ici, ça va être un verre d'eau, tout simplement. C'est sûr que dans la vraie vie, on n'utilise pas des verres d'eau, on utilise des appareils beaucoup plus sophistiqués que ça. Mais le verre d'eau peut quand même donner une très bonne approximation. Surtout que l'eau, c'est simple, on en a plein, puis en plus, ben, on est capable de facilement faire des calculs avec ce solvant-là. On pourrait quand même utiliser d'autres choses que de l'eau. On pourrait utiliser, par exemple, de l'alcool, de l'éthanol, souvent qu'on peut utiliser. L'avantage d'utiliser un autre solvant, ben, c'est parce que, par exemple, l'éthanol va avoir une capacité thermique massique beaucoup plus petite que l'eau. On se rappelle que le C de l'eau, c'est 4,19, alors que le C de l'alcool, c'est, je crois, 2,46 joule-gramme degrés Celsius. Ce qui fait que, pour une plus petite variation de température, par exemple une réaction chimique qui ne dégage pas beaucoup d'énergie, ben, on aurait une plus grande variation de température. Donc, on serait capable d'avoir plus de précision. Mais nous, cette année, on va toujours utiliser de l'eau comme solvant. Alors, le principe, hein, il est assez simple, en fait. Là. Si on pense qu'on a de l'eau, ben, l'eau peut faire deux choses. Donc, l'eau peut absorber l'énergie qui va être émise par la réaction chimique. Donc, par exemple, là, on met un bloc de sel, là, par exemple, là-dedans. Puis là, par exemple, le bloc de sel dégage de la chaleur, donc, en se dissolvant. Donc, si la réaction dégage de la chaleur, ben, ce qu'on va remarquer, c'est que, dans le fond, le Q de l'eau va se réchauffer. Le Q de l'eau va donc être positif, plus grand que 0. D'une autre manière aussi, de l'autre côté, si par exemple on avait une réaction endothermique, donc par exemple la réaction chimique pour se faire a besoin d'énergie, ben en fait c'est l'eau qui fournirait son énergie à la réaction chimique. Donc si l'eau fournit son énergie à la réaction chimique, ben dans le fond l'eau perd de l'énergie. Donc si elle perd de l'énergie, Q de l'eau va donc être négatif, un plus petit que 0. Que ce soit plus grand que 0 ou plus petit que 0, ça ne change pas grand-chose. Parce que dans le fond, cette chaleur-là, qui va être gagnée ou perdue par l'eau, ben, ça se calcule comme on faisait au chapitre 4. Donc, en fait, on sait que Q de l'eau, c'est égal à la masse de l'eau, fois le C de l'eau, fois le delta T de l'eau. Attention aux erreurs ici. Là. Des fois, les élèves ont tendance là, à se tromper ici. Là. La masse de l'eau, là, c'est uniquement la masse du solvant. Il ne faut jamais, jamais, jamais inclure la masse du soluté. Donc, par exemple, si je rajoute du sel dans l'eau, mettons, j'ai 100 ml d'eau et que je rajoute 5 g de sel, que je rajoute 5 g, 10 g ou 20 g, ça ne change rien. Il faut absolument uniquement utiliser la masse de l'eau ici. Okay? On se rappelle que bon, ben, la masse de l'eau ici, c'est assez simple à transformer puisqu'on se rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par ml. Donc, 1 ml d'eau égale 1 g. Le C de l'eau, ben, c'est toujours la même chose. Hein. En fait, c'est 4,19 joules gramme degrés Celsius. Puis le delta T, en fait, c'est ce qu'on va mesurer là, avec, par exemple, là, notre thermomètre qu'on va avoir mis dans notre verre ici. Donc, en lisant la température initiale et la température finale, on va être capable de mesurer Q de l'eau. Bon, une fois qu'on a calculé Q de l'eau, ce qu'on sait, c'est que la chaleur que l'eau va avoir absorbée, ou bien qu'elle va avoir perdue, peu importe, ben, en fait, Q de l'eau va être égal au Q de la réaction. Mais il ne faut pas oublier que si l'eau a absorbé de l'énergie, c'est parce que la réaction en a perdu. Au contraire, il est aussi vrai, là, si l'eau a perdu de l'énergie, en fait, si sa température a baissé, mais c'est que cette énergie-là est allée dans la réaction. Donc, un peu comme on faisait au chapitre 4 quand on avait une température finale puis initiale, quand on mélangeait deux substances, ben, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Q de l'eau et Q de la réaction ont toujours la même valeur, toujours, sauf de signe inverse. C'est sûr que dans la vraie vie, il y aurait toujours des pertes de chaleur. Donc, dans vos laboratoires, ce que vous allez observer, c'est que, ben, c'est sûr que, par exemple, il y a de la chaleur ici qui va se perdre dans l'environnement
Donc, c'est sûr que Q de l'eau et Q de la réaction ne seront pas exactement pareils parce qu'on n'a pas un système qui est isolé. On a un système qui est fermé, oui, mais pas isolé. Donc, c'est ça qu'on a des pertes de chaleur. Mais quand même, généralement, ça nous donne des résultats qui sont quand même assez proches de la réalité. C'est ce qui fait qu'on utilise cette technique-là. Mais bon, de toute façon, dans vos problèmes dans le livre, là, Q de l'eau et QR vont toujours être égales. Les seuls moments où ce ne sera pas parfaitement égal, ça va être dans vos laboratoires, mais c'est pas grave, on considère qu'ils le sont toujours. C'est juste que ça vous fait de quoi à dire dans vos analyses de laboratoire. Alors, vous pouvez aller voir le prochain vidéo. En fait, on va utiliser justement cette technique-là de calorimétrie pour mesurer la chaleur molaire de réaction d'une dissolution. Puis dans une autre vidéo, on apprendra aussi comment calculer la chaleur molaire de neutralisation d'un acide ou bien d'une base.